Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Xi Jinping présente ses condoléances au président mexicain suite au séisme meurtrier. Xi Jinping s'entretient avec le Premier ministre singapourien. Beijing souhaite renforcer sa coopération sur le climat avec Bruxelles. Airbus ouvre en Chine un centre de finition. Un navire hôpital chinois accoste à Freetown. Sur la rivière, des pêcheurs emportés par la vie moderne. On commence cette édition avec le terrible séisme qui a touché le Mexique. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a décrété mercredi 3 jours de deuil national à la mémoire des victimes du puissant séisme de magnitude 7,1 ayant frappé le pays mardi et fait plus de 200 morts dans le centre du pays. Le président chinois Xi Jinping a présenté ses condoléances à son homologue mexicain mercredi. Le président Xi Jinping a également présenté ses plus sincères condoléances au peuple mexicain, aux familles des victimes et aux blessés. Xi Jinping a indiqué que sous la direction du président Peña Nieto, le peuple mexicain parviendrait à se remettre de cette catastrophe et à reconstruire les zones dévastées. La Chine se tient prête à aider le Mexique dans ses efforts de secours et reconstruction, a ajouté le président chinois. Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a effectué une visite officielle en Chine de 3 jours qui s'est terminée hier. Il a été accueilli par le président chinois Xi Jinping à Beijing. Reportage. Xi Jinping a déclaré que les deux pays devaient faire passer à la vitesse supérieure leur stratégie de développement et renforcer les échanges de peuple à peuple. Il a également déclaré que l'initiative Ceinture et Route était une plateforme importante pour la coopération bilatérale et a ajouté que l'initiative de la connectivité de Chongqing pouvait encourager les autres nations à construire de nouvelles routes commerciales internationales. De son côté, le Premier ministre singapourien a déclaré que Singapour adhérait à la politique d'une seule Chine et qu'il s'opposait aux velléités d'indépendance de Taïwan. Il a dit que son pays soutenait l'initiative Ceinture et Route, tout comme la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Enfin, il a fait la promesse de promouvoir les relations entre la Chine et les pays de l'Asie du Sud-Est. Beaucoup se demandent si la Chine pourra vraiment occuper la place des États-Unis en tant que leader mondial de l'action sur le changement climatique. Avant le 19e congrès national du Parti communiste chinois en octobre, voyons comment le pays pourrait ouvrir la voie avec son allié clé, l'Europe. Certains analystes estiment que le président américain Donald Trump a mal calculé l'effet de sa décision de quitter l'accord sur le climat de Paris de 2015. Le retrait des États-Unis de l'accord en juin coïncide avec le sommet Union européenne-Chine à Bruxelles et les deux parties étaient désireuses de combler l'absence de leadership. La lutte contre le changement climatique et toutes les avancées technologiques et de recherche et les progrès qu'elle apportera se poursuivront avec ou sans les États-Unis. Pendant le sommet, le Premier ministre chinois Li Keqiang a également assisté à un sommet d'affaires distinct en juin où il a réaffirmé l'engagement de la Chine concernant le changement climatique. Il a déclaré que la Chine continuerait de participer activement au processus mondial de gouvernance climatique et travaillerait avec l'Union européenne pour renforcer la coopération pratique dans les économies d'énergie et la protection de l'environnement. Reste à savoir comment ces deux parties pourraient fonctionner ensemble. Cette collaboration pourrait résulter de la recherche de normes environnementales communes, d'un partenariat technologique plus important et de financement vert d'anticipation, le financement d'initiatives à faible émission de carbone. Alors que le gouvernement américain actuel démantèle les politiques de changement climatique de l'ère Obama, la Chine a pris l'initiative. Au cours des dernières années, la Chine a réduit les émissions et encouragé les énergies renouvelables. Le pays reste malgré tout encore dépendant du charbon. La mauvaise nouvelle est qu'il faudra beaucoup de temps pour surmonter les énormes dégâts historiques infligés à l'environnement au cours des 20 à 30 dernières années de course à l'industrialisation. Chez eux, ils savent qu'ils doivent le faire et la plupart des experts sont d'accord sur le fait qu'ils devraient atteindre leur pic en termes d'émissions dans les 5 à 10 prochaines années. La Chine a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir vraiment se faire appeler leader du climat, mais l'engagement que Beijing a manifesté vis-à-vis de l'accord de Paris, au même titre que l'Union européenne et d'autres grands acteurs mondiaux, donne l'espoir au rêve d'une économie faible en carbone. Cependant, les prochaines étapes, la transition vers les énergies et la technologie propre, doivent venir et bientôt.
Si tout cela est sérieux, l'ambition devrait être réelle. Airbus a ouvert mercredi en Chine un centre de finition pour gros porteurs A330, un nouvel argument de vente pour l'avionneur européen qui dispute âprement à son rival américain Boeing un marché chinois à l'insolente croissance. À Tianjin, ville portuaire à 150 km de Pékin, Airbus disposait déjà depuis 2008 d'une chaîne d'assemblage pour monocouloirs A319 et A320, la première du groupe hors d'Europe. Désormais, le même site accueille un centre de finition pour long courrier A330. Construit en 18 mois, il livrait mercredi son premier appareil à la compagnie locale Tianjin Airlines, à grand renfort de cymbales et de tambours. L'occasion d'une inauguration en grande pompe par le directeur général d'Airbus, Fabrice Brégier, aux côtés de dirigeants et de constructeurs aéronautiques Avic, partenaire chinois de l'avionneur européen à Tianjin. Un nouveau chapitre s'ouvre, ce partenariat stratégique dans les gros porteurs va conforter la réputation de la Chine comme acteur industriel aéronautique, s'est félicité M. Brégier dans l'un de ses hangars cathédrales du site. Sur un marché où Airbus fait jeu égal avec Boeing, ce centre de finition, fruit d'un investissement de 200 millions d'euros, se veut un levier pour séduire les compagnies locales. Il réceptionnera des A330 assemblés en France et assurera l'aménagement des cabines et les peintures extérieures. 2 appareils en sortiront chaque mois. Confort des sièges, configuration intérieure, écran, autant d'options cruciales qui permettent aux compagnies de se différencier. L'équipement d'une cabine d'A330 coûte jusqu'à une dizaine de millions d'euros. Airbus espère s'attribuer un argument de vente supplémentaire. L'objectif est également de constituer des partenariats avec des équipements chinois, jusqu'ici absents du catalogue d'Airbus. Certes, l'écrasante majorité des commandes d'Airbus en Chine concernent son moyen courrier vedette A320. Plus de 80% des presque 1500 Airbus actifs dans le ciel chinois appartiennent à cette famille. Mais avec quelques 200 appareils A330 en activité, l'Européen y contrôle également 61% du marché des longs courriers, un succès que le nouveau centre de Tianjin est censé conforter. Un navire hospitalier chinois est arrivé en Sierra Leone où il fournira des services médicaux gratuits. Reportage. L'Arche de paix a accosté à Freetown, premier arrêt d'une tournée de 8 pays. Le personnel du navire devrait fournir des soins à au moins 2000 personnes. Depuis son lancement en 2007, l'Arche de paix a visité 29 pays et a traité plus de 100 000 patients. Dans le sud de la Chine, sillonnée de rivières, une ancestrale communauté de pêcheurs qui vit sur l'eau décline progressivement à mesure que les plus jeunes recherchent une vie meilleure en ville. Reportage. Pendant des générations, les bateaux en bois, les filets de pêche et les longues rames en bambou constituaient le quotidien de la communauté Tanka. Mais à Tatong, dans le sud de la Chine, ville de la province du Guangdong où réside la majorité de cette communauté de pêcheurs, les Tanka se détournent petit à petit du mode de vie traditionnel. Chen Yongfu, 45 ans, a grandi sur un bateau, mais travaille désormais dans un restaurant en ville. « J'ai quitté l'embarcation familiale il y a bien longtemps, après mon diplôme », explique-t-il. À l'époque, même les cérémonies de mariage étaient organisées sur les bateaux, dont les ponts étaient encombrés de tables et d'invités. Mais aujourd'hui, ce type de mariage n'existe plus chez les Tanka. Les jeunes vivent sur la terre ferme, comme tout le monde, ajoute-t-il. Malgré l'encouragement des autorités à emménager dans des maisons en dur, certains Tanka plus âgés restent attachés à leurs activités ancestrales. Lin Ziqiang, 43 ans, démarre ainsi le moteur de son bateau tous les matins dès l'aube pour aller pêcher avec sa femme. Ils reviennent en début d'après-midi se poser sur leur rivage favori, en contrebas d'un immense pont routier haut de 40 mètres. Et en début de soirée, le couple vend ses prises de la journée sur un marché au bord de la rivière Peijiang. Chaque mois, ils gagnent de 3 000 à 4 000 yuan, soit 380 à 510 euros, un revenu modeste pour la province la plus riche de Chine. Mais ils n'ont jamais connu d'autre vie. Les deux époux se sont rencontrés enfants sur un bateau et le père de Lin Ziqiang vient toujours parfois les rejoindre sur leur embarcation. La vie de leurs 2 fils promet d'être très différente. Le plus âgé, 22 ans, travaille en ville et le plus jeune, 19 ans, étudie désormais à l'université. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.